Salut à tous, c'est Bourrichon, on se retrouve pour l'analyse de la 18e journée du top 14. On commence tout de suite par les matchs, et le premier, celui entre Stade Français et La Rochelle. Bon, c'était un match qui était catastrophique d'un point de vue technique et même stratégique. Des deux côtés, il y avait quasiment rien qui était construit. Bon, pour le Stade Français, comme la semaine dernière, il y a que les molles qui ont plutôt bien fonctionné et globalement le jeu de devant, mais bon, c'était pas non plus incroyable. Et du côté de La Rochelle, franchement, à part les 10 dernières minutes, il n'y a rien à retenir de cette prestation. Puis surtout, j'ai pas compris, quand ils étaient à 14 contre 12 à la fin, qu'ils ont voulu occuper le terrain sur un renvoi plutôt que de jouer. Alors que franchement, à 2 de plus, et surtout, Stade Français à 12, il devrait y avoir beaucoup d'espace et donc des possibilités d'avancer et de marquer. Globalement, je trouve qu'il n'y a plus de repères dans cette équipe de La Rochelle, il n'y a plus rien qui va en ce moment, et je pense qu'ils peuvent s'estimer heureux que le Stade Français ait eu un relâchement en fin de match, afin qu'ils puissent obtenir un point de bonus défensif. On continue avec le multiplex et Racing qui recevait Pau. Bon, globalement, la première période, elle était assez inintéressante. Tout s'est décanté en seconde avec pas mal de jeux, et notamment un pragmatisme palois assez exceptionnel cette saison. En fait, dès qu'ils pouvaient marquer des points, ils l'ont fait notamment via des pénalités de Joe Simmons. Et puis après, ils ont marqué des essais qui étaient franchement très jolis. Les 2 essais de Gailleton ou encore celui d'Aaron Grandidier, franchement, c'est du jeu cousu main. Et pour le Racing, bon finalement il n'y a pas d'effet Colazo comme je le croyais. La défense comme d'habitude est cadavérique et l'attaque elle est très moyenne et les essais qu'ils ont marqués, ils ont été marqués plus sur des fautes de défense de Pau plutôt que le Racing qui mettait en difficulté l'équipe paloise. Mais avec ce score, je pense que les Palois ils peuvent regretter de ne pas avoir plus marqué d'essais parce qu'il y avait clairement un bonus offensif à aller chercher, même s'il y a eu 4 essais de chaque côté. On continue avec Lyon qui recevait Toulon. Bon, dans ce match, il y a eu 3 grandes périodes distinctes. La première, c'est clairement une domination outrageuse des Lyonnais. À part au tout début où ils ont un petit peu galéré à rentrer dedans, après la 15e minute, je crois, ils ont déroulé en marquant 4 essais en première période. En seconde période, c'est reparti un petit peu sur les mêmes bases, du moins les 5 premières minutes, mais cette fois-ci, ils n'ont pas réussi à marquer. Le tournant, pour moi, il se fait autour de la 45e minute, quand Toulon a commencé à plus monopoliser le ballon, plus le porter et plus avancer. Lyon commençait à subir les impacts, chose qui n'avait pas été le cas en première mi-temps, et Toulon à l'inverse commençait à accélérer. Mais malgré tout, les Toulonnais, entre la 45e et la 70e, ils dominent, mais ils ne se payent pas. Il n'y a pas d'essai marqué, il y a notamment un écran sur l'essai de Lodlam, et aussi plusieurs en avant qui viennent entacher des belles actions. C'est qu'à partir de la 70e que les Toulonnais vont rentrer dans la 3e période de ce match. C'est-à-dire que cette fois-ci, ils vont marquer. Et si les Toulonnais avaient été plus précis durant ce match, ils auraient clairement gagné parce que sur la deuxième mi-temps, il n'y a rien à dire, c'est eux qui ont mieux joué que les Lyonnais. Les Lyonnais n'ont tout simplement pas inscrit de points en seconde période. On continue avec le MHR qui recevait le Castres Olympique. Bon, globalement, Montpellier, ils ont su concrétiser toutes les occasions qu'ils ont eues. Et ils l'ont fait assez rapidement de manière à créer un break entre eux et Castres. Les Tarnais, eux, je pense qu'ils peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Parce que si on regarde que la fin de match, clairement, ça jouait plutôt pas mal. En tout cas, c'est comme Toulon. Ça monopolisait le ballon, ça enchaînait les séquences et ça marquait. Mais le problème, c'est qu'ils ont fait trop de petites conneries qui leur a coûté le match. Je pense notamment au renvoi de seconde période de Fernandez qui trompe sa propre équipe et qui fait une passe décisive à Ngandebe. Et puis ces 2 derniers coups de pied de Geoffrey Palis qui interviennent au mauvais moment puisque c'est à cause d'eux que Cass n'arrive pas à marquer en fin de match. C'est dommage parce que sur le match, c'est plutôt un match qui s'est d'abord joué devant avant de se décanter en fin de match. Il n'y avait plus trop de structure, ça jouait un peu dans tous les sens, notamment du côté de Castres. Et je pense que les Tarnais pouvaient aller chercher la victoire s'ils avaient joué comme ça pendant tout le match. On continue avec le Stade Toulousain qui recevait Vannes. Et bien malgré le score, je trouve que c'était un match vraiment intéressant à regarder. Bon, déjà du fait de son nombre d'essais, il y en a eu 12. Et puis j'ai vu une stratégie des Toulousains qui était assez intéressante et que j'avais pas spécialement vu depuis le début de la saison. C'est-à-dire que Toulouse, on était habitué à ce qu'ils envoient beaucoup de jeux, mais sans forcément avoir des éjections de ruck très rapides. Mais là, ça a été le cas. Vraiment, le but, c'était que le ballon ne touche jamais le sol, ou en tout cas qu'il y reste le moins de temps possible. Et en plus, Vannes leur a rajouté des ballons de turnover dont ils raffolent, et forcément, ça a créé beaucoup d'essais. Ils ont clairement asphyxié Vannes sur ce secteur. Et malgré le score, les Bretons, ils ont jamais lâché. C'est vraiment une mentalité qui tienne depuis le début de la saison. J'ai même trouvé qu'offensivement, quand le match s'est un peu décanté, qu'il y avait plus trop de structure et beaucoup de jeux dans le désordre, ils s'en sortaient plutôt pas mal les Bretons. Et je vais même faire une petite mention spéciale à Tanivili. Il sera pas dans mes tops, donc j'en parle maintenant, parce que je trouve que sa rentrée elle est intéressante. Déjà il rentre en 10, ce qui n'est pas son poste, et puis globalement j'ai trouvé qu'il avait tout réussi. Son animation était pas mauvaise, son jeu au pied était plutôt bon, et puis tout ce qu'il a entrepris, il l'a réussi. J'ai notamment en tête un ballon qui va chercher en l'air devant Pitaaki, et après il y a une percée, il y a son essai en fin de match, et puis quelques percussions dont il est coutumier du fait. Et ça me fait plaisir parce que c'est un joueur qui était clairement en manque de confiance, mais cette fois-ci,
faut un peu le challenger en fait pour qu'il arrive à se développer, à montrer son potentiel et j'espère que il va continuer sur cette lancée pour la fin de saison. Le match de samedi soir, c'était Perpignan qui recevait l'UBB. Bon, c'était un match avec beaucoup de jeux, c'était assez plaisant à regarder. Déjà, on a assisté à quelque chose d'historique, l'essai le plus rapide de l'histoire du top 14. Il est inscrit par Yon et Chigaray en 10 secondes. Mais bon, c'est pas ça que je vais retenir de ce match, je vais retenir le côté tueur des Bordelais. C'était quelque chose qui manquait un peu ces dernières semaines contre Lyon, contre Bayonne, contre Clermont. C'est des matchs où ils ont pas réussi à imprimer leur jeu, à mettre leurs pattes sur le jeu. Et là, ils l'ont fait parfaitement, du moins surtout en première mi-temps. De plus, la défense, elle a été excellente. Il y a eu plusieurs grattages qui ont été réalisés par les Bordelais. De mémoire, je crois qu'il y en a 5 en première mi-temps. Mais si je devais retenir un point négatif, c'est que ils pouvaient aller chercher un bonus offensif en plus. Parce que Perpignan, globalement, ils ont 20 minutes où ils reviennent un peu dans le match, mais c'est tout. Sinon, ils étaient clairement en dessous de l'UBB. Ils ont fait beaucoup de fautes de main, même si des fois ils arrivaient à breaker, après il y avait une petite erreur qui venait entacher l'action. Et puis clairement, il y a ce tournant du match, c'est laissé refuser à Ignacio Ruiz. Je pense que si Apisa Nakalevu ne fait pas cette faute, ou du moins qu'il n'y a pas ce problème de communication entre Ekochar et lui, Ignacio Ruiz aurait marqué et il y aurait eu égalité et ça aurait été un tout autre match. Enfin, le dernier match, c'était Bayonne qui recevait Clermont. C'était un match assez étrange. Par moments, j'avais l'impression que c'était un match vraiment sympa à regarder, qui avait des belles actions. Et puis après, il y avait des actions où globalement il se passait pas grand chose, le rythme était un peu redescendu. Et ce que je vais retenir, c'est qu'une nouvelle fois, les Clermontois repartent d'un déplacement sans prendre de points, ou du moins en n'ayant pas rempli leur objectif. Parce que là, il y avait clairement la place d'aller gagner à Bayonne. Et oui, je même gagné, plus qu'un bonus défensif. Parce que si on enlève cette dernière action sur l'essai de Germain, globalement, Bayonne fait une mauvaise deuxième période. Absent dans l'engagement, alors que Clermont revient bien. En défense, c'était plus compliqué. Et offensivement, pas trop d'action, à part donc cet essai de Germain en contre. Mais bon, malgré tout ça, ils confortent leur place dans le top 6, les Bayonnais, avec une nouvelle victoire à domicile. Mais je pense qu'ils peuvent s'estimer chanceux. Parce que l'essai de Germain, pour moi, il n'est pas valable. Il y a en avant de Shark Tiberghien. Alors oui, je pense que l'arbitre est mieux placé que moi pour le voir, mais en vrai, la passe, elle semble vachement devant, quoi. Et ils peuvent s'estimer chanceux, les Bayonnais, que ça n'ait pas été checké par l'arbitre. On passe maintenant au top et au flop. En top, j'ai d'abord parlé de Mathieu Jalibert. C'est un contexte compliqué pour lui, entre les allers-retours en équipe de France, toute la communication qu'il y a autour. C'est un peu compliqué pour lui. Même à Perpignan, c'était pas facile parce que on a vu les gestes déplacés des supporters de l'USAP et le contexte hostile qu'il y a autour de sa personne. Mais malgré tout, il a été fiable aux perches, très bonne animation offensive et il a fait un match plein comme on n'avait pas vu depuis assez longtemps. Le deuxième top, c'est Capuzzo. Il a une capacité à éliminer les défenseurs qui est assez incroyable et qui est quasiment inégalée. Il s'est régalé dans un match hyper ouvert comme celui-là. Il marque un essai aussi qui est exceptionnel. Bon, pas trop grâce à lui, mais grâce à une passe de Kinghorn qui est juste magnifique. Et enfin, le dernier top, c'est Théo Atisogbe. Déjà, j'ai trouvé très bon en couverture sur un poste où il est moins habitué à jouer. Et puis après, il a été dans tous les bons coups. Pour les essais de Gailleton, c'est clairement lui qui fait le plus gros du travail, notamment sur le deuxième, où avec ses qualités d'appui, il créait le décalage pour emmener Gailleton à l'essai. En flop, ça va aller plutôt vite. Je vais mettre les 3 joueurs qui ont pris un rouge ce week-end. D'abord, on commence par Macalou et Skelton, parce que c'est des gestes qui, certes, s'il y avait eu que jaune ou pénalité, j'aurais pu comprendre, mais c'était tellement évitable pour les deux équipes. Et puis quand c'est des leaders, voire même potentiellement des capitaines de l'équipe, franchement c'est plus que dommageable. Et enfin, le dernier, c'est Mori. Là, pour le coup, il n'y a pas de discussion possible, c'est rouge, c'est hyper dangereux. Et franchement, c'est un joueur qui joue pas beaucoup, qui a mis du temps à revenir de blessure, et faire ça sur un excès d'engagement, c'est dommage parce qu'en plus, il peut potentiellement niquer une saison d'un joueur. Pour ce qui est du classement, avec tous ces résultats, Toulouse commence à prendre une légère avance et commence à un petit peu occuper une place dans le top 2 qui va être, à mon avis, définitive. Je pense pas les voir 3ème. Lyon revient dans le top 6 et à l'inverse, c'est Clermont qui est éjecté. La Rochelle n'est pas décrochée, mais je m'inquiète vraiment pour eux vu la qualité de jeu produite. Et enfin, je pense que Perpignan et le Racing 92 doivent se méfier de Vannes parce que eux aussi, ils ont beaucoup de mal en ce moment. Pour ce qui est des pronos, on a d'abord La Rochelle-Castres, et vu l'état de forme des Rochelais, alors oui, c'est un retour de destination, il y aura des joueurs qui seront là, malheureusement pour eux, je pense que Castres va venir gagner chez eux. Clermont reçoit le Racing, et là pour moi, c'est une victoire de Clermont avec même un bonus offensif. Lyon reçoit Vannes, pour moi ce sera le même tarif, bonus offensif pour les Lyonnais. Pau Montpellier, c'est un match intéressant parce que c'est deux équipes qui ont globalement le même niveau de jeu, mais je pense que Pau va surfer sur sa bonne dynamique de 2 victoires d'affilée et en faire une 3ème. Le Stade Français reçoit Bayonne, et je pense que Bayonne va aller gagner à Paris. Toulon reçoit Perpignan, et là je vois une victoire avec bonus offensif des Toulonnais. Et puis le choc, le premier qui se déplace chez le deuxième, la revanche de la dernière finale, Bordeaux reçoit Toulouse, et ça va être un match hyper serré.
mais je vais dire avantage Toulouse qui gagnera à mon avis au Stade Malmut Atlantique en laissant tout de même un point de bonus à Bordeaux. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un like, activer la cloche et m'écrire un commentaire. C'est des petits trucs qui, moi, m'aident pour le référencement. On se retrouve d'ici quelques semaines pour la journée 19. C'était Bourrichon. Ciao, ciao.